Mais c'est vrai que c'est du jour au lendemain, tu as accès, tu te fais connaître auprès de millions de personnes. Moi, il y a tellement de gens qui me disent tu aurais dû gagner, c'est bizarre, il s'est passé quelque chose. Donc je me dis, M6 c'était bizarre, ils n'étaient pas ultra corporate selon moi. Passer ton temps à parler de toi en interview, de tourner des clips, d'être dans des décors, d'être applaudi. J'ai trouvé cool d'être dans le réel. Je pense qu'ils se... Déjà, je pense qu'ils se trompent sur le milieu de la musique et en plus qu'il y a un sujet plus profond qui est pas bon. C'est-à-dire que là, techniquement, au moment où on se parle, il reste un concert le 25 mai à Bordeaux. Bonjour Thierry Amiel. Bonjour Sam. Comment vas-tu? Ça va. Ça me fait très plaisir de te recevoir en interview. Ben merci, je suis content d'être là. D'ailleurs, j'ai envie de casser ton interview et de te poser une question tout de suite. Ah bah vas-y. Pourquoi tu me reçois alors que je sors pas de nouvel album, tout ça, tout ça? Pourquoi cette proposition d'interview là, maintenant, comme ça? Alors, Thierry, c'est une excellente question. Déjà, j'ai vu que tu avais une tournée piano-voix. Ouais. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que je suis revenu à ta découverte au travers des réseaux sociaux. Ensuite, pour la simple et bonne raison que lorsqu'en 2003, tu chantais sur M6 à la Nouvelle Star, j'ai les souvenirs encore dans ma tête comme si c'était hier, je me revois, jeune adolescent, dans le lit de mes parents pendant qu'eux étaient dans le salon, en train de te regarder chanter. Donc on est dans de la nostalgie, pour toi. C'est beau la nostalgie. Bah oui, oui, c'est cool. Je trouve que la nostalgie, c'est un des plus beaux sentiments. C'est un sentiment qui fait du bien et c'est un sentiment qui en même temps fait du mal. Parce que c'est passé, il y a quelque chose qui est passé, mais il y a quelque chose qui est toujours présent et ancré. Bah, moi, je retiens que le bien. Je ne sais pas si est-ce qu'on appelle ça la nostalgie? On n'appelle pas ça la nostalgie d'un mauvais souvenir. Je suis pas sûr, non. Donc, pour moi, c'est un truc bien. Après, oui, tu peux avoir un tout petit peu de peine quand ça y est plus, quoi, et tu as peut-être envie de revivre ce truc-là. Mais donc c'est cool et je commence voilà, à ressentir ça de la part des gens que voilà, j'étais peut-être en poster dans leur chambre et tout, donc je vois ce que c'est la nostalgie là, par rapport à un chanteur et je trouve ça cool de... Ok. Et je me demandais, est-ce que tu chantes? Oula, mais c'est mon interview, c'est Oui, la je suis tienne. désolé, j'avais que 2 questions, bam, je les balance maintenant, parce que je suis curieux. J'adore ça. Ben voilà, je me suis dit, je suis sûr que soit c'est un fan de la Nouvelle Star, et où il chante. Parce que c'est pas banal d'appeler un artiste qui n'est pas spécialement en promo. Et donc je me dis, soit il suivait, soit il chante. Je vais te poursuivre ma réponse. Au-delà de ce jeune adolescent que j'étais, qui te regardait chanter sur M6, j'étais en admiration, en fait, devant toi, le jeune adulte que tu étais. Parce que je trouvais que vous aviez tout... C'était nouveau, hein, en 2003, hein, ce type de télécrochet. Je trouvais que vous aviez beaucoup de courage. Ça faisait rêver. Et en petit adolescent introverti, extrêmement timide, qui avait très peu d'amis, qui était aussi rejeté, que j'étais dans le sein du cursus scolaire, mes abonnés savent que moi je l'ai très mal vécu, tu étais ma bouffée d'oxygène, vous étiez ma bouffée d'oxygène, et tu as contribué à me faire rêver à ce moment-là. Tu comprends mieux? Ouais, bah ok, j'étais curieux. T'as des retours d'ailleurs comme ça, comme je peux le faire là? J'ai beaucoup de retours, mais je pense comme tous les chanteurs, et d'ailleurs moi j'ai ça avec d'autres chanteurs, de gens qui te disent telle chanson a compté dans ma vie, tel album, genre, tu m'as aidé, mais je crois qu'on est beaucoup à avoir des moments de vie où on écoute en boucle un disque, un artiste, et donc qui t'aide. Et ouais, j'ai presque quasiment que ce genre de retour, quoi, de gens qui disent tu m'as accompagné à tel moment. Et je comprends, parce que ça, tu le réalises pas tout de suite. Moi, quand j'ai toujours voulu être chanteur, sans savoir pourquoi. Je pense que c'est plutôt égoïste à la base. C'est t'aimes chanter, t'as envie de chanter. Accessoirement, qu'on te regarde et qu'on dise « yes, on valide, t'es chanteur ». Et avec le recul, j'ai compris quand même le sens et que c'est ce truc-là. Pour moi, la musique, je pense que ça aide les gens, on réunit les gens dans une même salle pour des concerts. Et que c'est pas social, mais ouais, il y a un truc de
d'aide. Pour moi, la musique, c'est ça. C'est créer une bulle, que ce soit quand tu écoutes avec ton casque ou quand tu vas dans un concert. On oublie ce qu'il y a autour, on oublie peut-être ses problèmes et j'aime bien ce rôle, voilà, de me dire que je sers à ça. J'allais te demander justement, Thierry Amiel, si c'était une façon de continuer tes études en psychologie, la musique. Ouais, alors pourquoi pas. Après, pour être tout à fait honnête avec toi, ces études-là, j'ai pas vraiment, j'y suis pas beaucoup allé en cours en fait. C'est une fois que j'ai eu mon bac, étant donné que j'étais intéressé, mais que exclusivement par le fait de chanter. Après mon bac, je me suis dit, qu'est-ce que je fais quoi? Et vu qu'il y avait, pour moi, tout était au même niveau, hein, je sais pas moi, les cours d'anglais, les cours d'histoire, les maths, c'est pas tant que je m'en foutais, mais pour moi, bon, il n'y avait rien qui m'intéressait en cas même de plan B, si la musique, ça devait ne pas marcher. Et donc quand je regardais les facs, je me suis dit, ah c'est marrant, la psycho, ben, on n'en fait pas, c'est pas des études qu'on fait comme la philosophie au lycée. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, sachant que j'étais quelqu'un oui, à qui les gens venaient souvent se confier, me raconter leurs problèmes, tout ça. Donc je me suis dit, j'ai peut-être un truc avec la psycho, mais j'ai pas fait les examens, j'ai tout de suite eu des concours, des rendez-vous pro, la Nouvelle Star, et j'ai jamais passé mes examens, j'ai jamais fait vraiment d'études de psycho. À quel moment tu as su, à quel moment tu as pris conscience que tu savais chanter? Disons que j'ai toujours su, alors, enfin je me suis jamais posé cette question, c'est-à-dire que depuis tout bébé, je sais pas, 7 ans, je chantais bien. C'est-à-dire je chantais tout le temps, là je suis déjà retombé sur des vidéos dans le jardin, tu sais, à l'époque, quand nos parents nous filmaient avec des caméscopes, tout ça. Et je chantais tout le temps, voilà, c'était juste, c'était bien. Donc je me suis jamais dit, ah, tu chantes bien. J'ai toujours chanté bien. Enfin. Qu'est-ce qui te conduit en 2003 à participer à la Nouvelle Star? Je crois que tu tentes ta chance dans une émission qui s'appelle Rêve de Star. Non, ça, il y avait une émission, c'était sur TF1, animée par Arthur, qui s'appelait Rêve d'un soir. Rêve d'un soir, c'est ça. Le but, en vrai, de cette émission, c'était mettre sur scène, sur un gros plateau télé, des gens qui seront jamais chanteurs, mais qui ont envie de faire ce rêve-là pour une soirée. Bon, il s'avère que dans l'eau, il y avait quasiment que des gens qui voulaient être chanteurs, donc moi le premier. Et donc j'avais été sélectionné, j'avais participé à cette émission. Mais donc, qu'est-ce qui me pousse, moi, en 2003 moi, j'étais pas trop auteur-compositeur, j'étais vraiment chanteur. Et donc, si tu montes pas un groupe avec tes propres morceaux, ou tu commences à, je sais pas moi, avoir un répertoire, que tu commences à envoyer en maison de disque, qui d'ailleurs, moi, me paraissait très très loin, vu que j'étais de Marseille, même pas de Marseille, dans une petite ville à côté, genre à la campagne, pour moi, les seules options que j'avais devant moi, c'était toutes ces choses qui arrivaient, comme la Starac, la Nouvelle Star. Moi, c'était la première, donc je ne savais pas du tout à quoi ça allait ressembler. Tu avais auditionné pour Popstar 2, non? Ouais, j'avais fait ça aussi, mais parce que moi, je commençais à vivre de la chanson. Je chantais, j'avais arrêté mes études et chantais dans des orchestres, tu sais, des trucs les mariages, des choses comme ça, et en me disant, bon, je tenterai tout ce que je peux tenter pour essayer de monter sur Paris et devenir chanteur. Mais Popstar 2, on est d'accord que ça arrivait avant la Nouvelle Star? Ouais, genre un an avant. Et t'étais allé jusqu'à quelle étape? Pas loin, je sais plus. C'est-à-dire que, franchement, je sais plus trop comment ça se passait. Ça avait été diffusé, tu vois, mais je sais plus. Mais comment ça se fait que t'es pas allé loin avec le talent et la voix que t'as? Parce que déjà, j'avais un an de moins, donc tu sais, j'avais donc 19 ans. 19 ans, j'étais donc encore plus jeune, peut-être timide, introverti. Là, ils étaient en train quand même de vouloir monter des groupes. C'est vrai. Un peu, tu vois, pop. J'étais très chanson, je savais pas danser. Bon, ils étaient en recherche quand même de sortes de girls band, boys band, ce genre de choses, et je correspond pas à ça. Et heureusement qu'ils se sont pas dit, je chante super bien, on va le garder, parce que ça aurait, je pense, foiré ma carrière. Mais et puis c'était surtout l'avènement au début des années 2000, justement, de ces télécrochets. Popstar, la Nouvelle Star, Star Academy. Ouais. Star Academy, t'avais tenté? Star Academy, pour être tout à fait transparent, j'avais envoyé une cassette à l'époque, je crois que c'était des VHS, un truc comme ça, mais ouais, j'avais envoyé, ouais. Pas de retour. Mais tant mieux, parce que
comme je te disais, la Nouvelle Star, on ne savait pas ce que c'était. Eux-mêmes ne savaient pas, quand M6 a lancé le programme, est-ce qu'on reste dans un truc très classe, comme je pense l'image que ça en a eu. Ou est-ce qu'on fait un peu de télé-réalité en filmant beaucoup les répètes, les artistes, et ils n'ont pas fait ce choix-là. On est resté plutôt sur ce truc qui a pu te faire rêver de jeunes qui sont tout de suite propulsés comme des stars, voilà, sur un beau plateau, du bon son, des musiciens en live, etc. Et donc j'étais, moi, trop heureux d'arriver dans un nouveau programme qui nous mettait vraiment en lumière. Et en valeur. En valeur, et où j'ai pu chanter ce que je voulais. Ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Et toi, ça s'appelait pas la Nouvelle Star, ça s'appelait la recherche, rappelez-vous, de la Nouvelle Star. La recherche de la Nouvelle Star, ouais. Il devait se chercher à l'époque. C'était un autre nom pour la première. C'était la possibilité de faire carrière à l'époque, c'était les crochets pour toi? Oui. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de recul, mais quand on est tout jeune, le temps paraît plus long. Donc moi j'avais l'impression que Jennifer avait fait carrière alors que ça devait faire que1 an et demi. Oui. Pareil, Nolwenn avait gagné alors que ça faisait 3 mois. Donc pour moi, oui, si on gagnait, on commençait une carrière. Après, on ne pouvait pas savoir combien de temps ça allait durer, mais ouais. Du haut de tes 20 ans, comment tu vis toutes ces étapes de la Nouvelle Star? Déjà, avant les primes, qu'est-ce qu'on vous dit? Comment on vous conditionne? Est-ce qu'il y avait des répétitions? Est-ce que tu mesurais l'ampleur que ça allait avoir? Non, tu ne mesures pas. Non. Mais par contre, c'est une grosse machine. Donc tu es embarqué dans des énormes studios, des énormes plateaux, tu découvres les caméras, il y avait trop de choses à intégrer, à comprendre pour penser en plus à réfléchir à l'impact. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, on ne mesurait pas, non, c'était une autre époque, quoi. Et comment on était préparé? C'était très roots, c'est vraiment, tu fais tes répètes au piano, on trouve les bonnes tonalités des chansons, ok, super, ensuite tu répètes avec le groupe, tu fais une répète en plateau, tu chantes, c'est tout. C'était que du chant, et on y va, quoi. Alors après, il y a quand même le cerveau qui fait que tu te poses des questions. Tiens, il y a les ordres de passage, est-ce que ça a une influence? Est-ce que tu vois... on passe en premier, on passe en dernier. Mais tu n'as pas le temps de... Puis tu n'es pas aussi malin qu'un producteur de télé qui a 40 ans et qui est derrière les machines. Mais voilà, j'ai pu me poser des questions, mais sans avoir aucune réponse et aucune maîtrise de quoi que ce soit. Et avec du recul, tu penses qu'il y avait une importance à ces ordres de passage? Oui. Il y a une importance pour plein de choses. Je ne l'ai pas vérifié, honnêtement, mais j'ai l'impression qu'on le voit dans d'autres émissions. Tu vois, typiquement The Voice, je ne regarde pas toutes ces émissions, je ne regarde plus trop la télé, mais ça arrive de tomber ou sur les réseaux sociaux, sur les pubs. Et déjà, il n'y a que quelques voix qu'on entend déjà en amont de l'émission pour lancer la nouvelle émission. Mine de rien, ça met déjà quelques personnes en avant. Je pense qu'on peut... c'est pas de manière, je pense, tordue, mais on peut, si on se dit, waouh, on en a vraiment 4-5 qui méritent ou qui sont vraiment géniaux, je pense qu'on peut les favoriser en quelque sorte, je pense. Et alors, tu vas jusqu'en finale. Beaucoup te voyaient gagnant. Tu vas jusqu'en finale face à Jonathan Serrada. Ouais. Jonathan Serrada que j'avais reçu. Oui, mais ça remonte, hein. Je ne sais plus en quelle année c'était, peut-être en 2017 ou 2018. Je te propose de revoir un extrait. Ouais. Et tu tweets, tu mets M6 qui m'invite à chanter sur un prime. Haha, c'est bien. Ils se souviennent enfin que j'ai gagné Nouvelle Star. Hashtag merci, mais non merci. Merci M6 parce que j'ai vécu des choses extraordinaires grâce à eux. Mais maintenant, chanter, je voulais te dire que je t'attends. Mais non merci là pour le coup. Est-ce que tu as l'impression qu'ils t'ont oublié pendant ces 14 ans et qu'ils t'ont recontacté pour cette émission 14 ans Mais oui, après? Ils m'ont oublié, clairement. C'est clair qu'ils m'ont oublié, mais... C'est comme ça, aujourd'hui on ne peut pas revenir sur le passé, c'est fait. Mais ils m'ont clairement oublié. Je me souviens d'une année où j'étais revenu chanter, tous les gagnants précédents étaient revenus chanter pour la 4e édition. Je crois que c'était l'année de Christophe Willem. Et tous les chanteurs étaient revenus
les précédents gagnants, chanter un duo avec un des participants de cette 4e édition. Et j'étais le seul gagnant, premier gagnant quand même, qui était venu chanter La Java de Broadway avec tous les 10 finalistes. Donc autant te dire que moi j'ai fait 3 lignes. Donc j'ai jamais été un des gagnants dont ils étaient fiers et qu'ils ont voulu mettre en avant. C'est comme ça me rendait triste à l'époque. Pourquoi? Est-ce que tu avais la sensation de ne pas avoir été assez supporté ou de ne pas avoir été supporté Ah oui, du tout ça par c'est eux? sûr. J'ai pas été vraiment supporté. Est-ce que vous êtes encore en contact? Est-ce que vous avez été en contact par la suite avec Jonathan? Plus trop. Enfin, il y a forcément il y a un lien, puisque d'avoir vécu même avec d'autres candidats qui sont partis beaucoup plus tôt dans l'aventure, mais on n'est plus potes, quoi. Après, il a déménagé. Enfin, là, je pense qu'il est en Belgique en ce moment. Est-ce qu'il t'avait partagé à l'époque ce sentiment, cette frustration qu'il avait pu avoir de ne pas avoir l'impression d'être le bon gagnant à ce moment-là, Non. pour cette saison 1 de Nouvelle Star? Non, on n'en a pas parlé, ce qui est logique. Je pense qu'on était, d'une certaine manière, oui, je pense en concurrence. Enfin, on était potes, mais il n'allait pas me dire ah, je me sens pas assez appuyé alors qu'on travaille avec les mêmes personnes. Ça voudrait dire qu'il critiquerait les gens avec qui je travaille aussi. Enfin, non, il a jamais rien dit, non. Tu penses que M6 voulait te voir toi en tant que gagnant? Je sais pas. Je sais vraiment. Enfin, j'aurais tendance à. Je sais pas. Moi, il y a tellement de gens qui me disent tu aurais dû gagner. C'est bizarre, il s'est passé quelque chose. Donc je me dis, si c'est passé quelque chose, c'est qu'à la limite M6 ne voulait pas. Tu vois, s'il y a eu un truc, plutôt que qu'il le veuille, quoi. Tu vois. Et voilà. Est-ce que tu peux comprendre, toi, à ton niveau, à ta hauteur, de par ta propre expérience en lien avec cette incroyable aventure à laquelle tu as participé en 2003, ce sentiment qu'il a pu avoir d'être pas supporté par la suite, d'être un peu laissé? Clairement. Ah oui, je comprends tout à fait. Et c'est le. Mais ça. Il y a deux choses. Je pense que quand un artiste, tu le vis forcément, à un moment donné, on le vit tous. Soit tu es une priorité, on est des priorités, par exemple en maison 10 quand on gagne un truc comme ça, mais il faut le rester avec les années, les albums. Donc ce qu'il a vécu hors M6 Nouvelle Star, c'est ce que vivent tous les artistes à un moment donné. Quand il y a des changements d'équipe, bon, bah, tu sens que tu intéresses peut-être un petit peu moins sur le deuxième, le troisième ou je ne sais quel album. Donc ce sentiment-là, on le vit tous. Et ensuite, là où je partage son sentiment concernant M6, c'est que M6, c'est particulier. Il n'y a pas longtemps, on m'a dit non, t'as tort, c'est faux et tout. M6, c'était bizarre, ils n'étaient pas ultra corporate, selon moi. C'est-à-dire que malgré le fait de gagner, tu as beau gagner, sortir de l'émission, les attachés de presse devaient se battre pour qu'on participe à des primes sur M6, par exemple. M6 ne se disait pas, c'est nos produits, d'ailleurs, on gagne de l'argent, ils gagnent de l'argent sur les ventes de disques et tout, ils ne se disaient pas, on va les pousser à mort. Donc je suis d'accord avec lui que soit ça cartonne et là, bah, tout le monde te veut, et soit ça cartonne pas des masses, et même M6 ne poussait pas des masses pour... J'ai l'impression que TF1 est beaucoup plus à suivre pour parler d'émissions télé, tu vois, la Starac, par exemple. J'ai l'impression, tu vois, que quand il y a The Voice, ils vont rappeler Jennifer. S'il y a une série télé, faire jouer les artistes, ils font jouer des chanteurs, des chanteuses. J'ai l'impression que c'est comme si tu étais dans une famille et que j'ai moins senti ça. Alors après, c'est peut-être une histoire de boîte, d'entreprise. Peut-être que il n'y a pas les mêmes ramifications entre la musique, les séries, les programmes télé, j'en sais rien. Mais je suis d'accord avec ce sentiment qu'a Jonathan, puisque voilà, il fallait se battre pour passer sur M6, et il n'y avait pas le truc de... on a eu du succès, tu vois, la chaîne grâce à nous pour la Nouvelle Star, et vice-versa, nous grâce à la chaîne, parce que sans eux, on n'aurait pas participé à ce programme. Il n'y avait pas plus d'affinité que ça.
Alors que pourtant, le groupe M6 est un groupe très attaché à la musique. C'est ça qui est étrange. Mais je te dis, on m'a dit que je me trompais. Donc peut-être que je me trompe et que c'était peut-être que j'ai été bastonné, je sais pas moi, sur W9 pour les clips et qu'on va me dire non si M6 a fait le boulot, je sais pas. Mais en tout cas, il y avait pas un lien. T'as pas l'impression qu'ils voulaient capitaliser sur les artistes émergents qu'ils avaient découverts? Ouais. Non. J'ai pas eu cette impression-là. Et à des moments où, tu vois ce que dit Jonathan, typiquement quand il dit bon, on m'a fait revenir, mais je suis pas venu chanter un single, mais j'ai chanté une reprise avec 10 candidats d'une autre saison. C'est pas très classe. C'est pas, tu pourrais dire bon, on a le gagnant, on le reçoit bien ou on le reçoit pas, tu vois. Donc, je suis d'accord avec lui, je trouve ça spécial. Ils auraient pu même, imagine s'ils se disent, je ne sais plus quel mot il emploie, Jonathan, ils n'étaient pas très fiers peut-être, je ne sais plus ce qu'il dit, ils auraient pu pousser pour essayer que ce soit, qu'il y ait plus de succès, fais-le chanter son nouveau single, pousse-le pour que tout le monde est gagnant-gagnant. Après, c'est vrai qu'ils ne l'ont pas fait. Ouais. Il n'était pas présent d'ailleurs aux 20 ans de la Nouvelle Star. Non, c'est ce qui te... Ouais. Toi, t'as compris pourquoi? Tout à fait. Je comprends. Parce que je comprends... je suis d'accord, je me suis posé la question aussi de ça va être quoi cette émission, voilà, je vais chanter quoi, et j'imagine que voilà, soit on lui a proposé, soit il en était sûr qu'il allait devoir juste revenir en chantant le premier single du premier album d'il y a 20 ans et pas venir avec un nouveau projet. Je comprends tout à fait qu'il ait dit non. Je respecte. Toi, tu l'as accueilli comment, ce Prime des 20 ans? Tu y as participé? Hein? Ouais, j'y ai participé. J'avais une petite angoisse, parce que micro-angoisse, peut-être le même esprit de Jonathan, même si j'ai eu la chance de faire plusieurs albums, d'avoir une comédie musicale, d'avoir une vie riche artistiquement. Je me suis quand même posé cette question face à l'énorme succès, par exemple, de Julien Doré ou Christophe Willem. Je me suis dit, bon, est-ce que ils vont bien me recevoir ou est-ce que... Je ne savais pas. Voilà. Et je ne savais pas si le jury allait... si ça allait être cool ou si... On ne savait pas trop ce qui allait se passer. Et il s'avère que, et c'est là où je me dis que peut-être Jonathan a peut-être fait une erreur, même si je comprends à 1000%, on a échangé à ce moment-là. Je comprenais son point de vue, mais là pour le coup, ils nous ont bien reçus tous, et donc je pense qu'il aurait passé un bon moment. Dans l'ensemble, est-ce que tu as l'impression que Julien Doré ou Christophe Willem ont été plus supportés, plus poussés que tu n'aurais pu l'être, ou qu'un Jonathan aurait pu l'être, ou un autre gagnant participant? Non, je pense que... Non. C'est que le succès de titres qui... Non, ça c'est... En fait, ce que je te disais, moi, je pense qu'on est très vite devenus des artistes lambda, comme n'importe quel artiste. Et voilà. Et après, c'est ton succès qui fait que on te veut absolument ou pas, mais non, ils n'ont pas été poussés plus du tout. Mais toi, l'après, tu l'as vécu comment? Vu que tu m'expliques que tu te sentais un petit peu lâché, c'est comme ça que je l'entends, dans la nature, pas supporté plus que ça, pas mis en avant plus que ça. Non, moi je au te sein dis du ça, groupe. je te dis ça juste pour M6. Pareil, je pense qu'ils s'en foutent, mais s'ils voient ça, ils vont se dire non mais quand même, j'ai fait beaucoup d'émissions, il y a pas de souci. Je dis juste, j'aurais imaginé qu'il aurait peut-être pu avoir, un vrai lien avec la chaîne, mais je ne sais pas qui, je ne vais pas dire le patron de la chaîne, mais bon. Mais sinon, c'était quoi ta question? Non, je n'ai pas été soutenu. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'avoir des succès, de bien vendre mes albums, d'être disque d'or plusieurs fois et de vivre, de pouvoir aller sur d'autres chaînes et d'exister en tant que chanteur. Et donc moi, j'ai très bien vécu les 10 années qu'on suivit. Oui, les 10 premières années, toi, tu les qualifies comme un conte de fées.
Oui, c'est la réalisation d'un rêve. Oui, c'est ça, c'est de rêver d'un jour être chanteur. Et effectivement, ça allait très vite. Tout s'enchaîne voilà, très vite. Un album, une tournée, un album, une tournée, un autre album, une comédie musicale. Ça a été vivre de sa passion. Quoi, Avant qu'on change de sujet, Thierry, et qu'on avance dans l'interview, je vais te montrer une photo. Ouais. C'est une photo de toi quand tu avais 20 ans et une photo de toi aujourd'hui. Quel rapport tu as au temps qui passe? Quel rapport tu peux avoir à la maturité, qu'elle soit physique ou qu'elle soit personnelle, psychique? Alors, j'aurais un truc que je me dis à dire sur ça. Peut-être qu'on en reparlera après, mais c'est vrai que donc, j'ai eu 10 ans avec une vie très remplie, avec voilà, plein de belles choses qui me sont arrivées, et 10 ans dans lesquels j'ai pris du recul, j'ai quitté ma maison de disques, tout ça. Et ce que je sens aujourd'hui, par rapport à l'image, par rapport au temps qui passe, tout ça, c'est que je fais probablement partie des artistes qui, quand il y a eu un trou comme ça, où les gens t'ont pas vu vraiment, t'as pas vieilli avec eux, où il y a peut-être un besoin d'être plus proche de celui d'avant. C'est plus simple de vieillir avec les gens que de disparaître et de revenir avec le truc potentiellement de waouh, il a pris un coup. Je pense que c'est plus gérable. Je ne serais pas étonné. Je fais mon psy envers moi-même. Hein. C'est-à-dire que je ne me lève pas le matin en me disant ça ne va pas, il faut absolument que je ressemble au gars qui avait 20 ans. Pas du tout. Mais je ne serais pas étonné qu'il y ait ce truc-là de vouloir rester même dans ma tête comme le gars qui avait 20 ans, comme voilà, cette période où ça fonctionnait, parce que je veux que ça refonctionne. Et ne pas finalement évoluer comme tout le monde. Je vais te lire deux titres d'articles. Le premier, c'est Pure People, qui titre Thierry Amiel, cheveux longs et toujours pas une ride. Que devient-il à 40 ans? Moi, je voulais te demander quel est ton secret, c'est vrai, hein, pour nous. Ah non, mais tu rigoles. Mais ne toujours pas avoir une ride. Mais tu rigoles. Quel est mon secret? Il n'y a pas de secret. Je pense que ce n'est pas une question qu'on pose vraiment à quelqu'un de 40 ans. Ça peut te rassurer si tu vas bientôt y arriver. J'ai encore un peu le temps. Pour moi, cette question, elle est intéressante si tu as quelqu'un, par exemple, de 60 ans et qui est hallucinant, où là, tu peux dire, waouh, c'est quoi ton secret? Après, je pense que 40 ans, on est encore à un âge potentiellement où on peut être jeune encore. Mais je pense que c'est hyper valorisant. Et je pense que Pure People, ce qu'ils se disent, c'est en fait, Thierry n'a pas changé. Alors, une chance, je me dis, mais ça, c'est la génétique, c'est un mec, quand tu as 40 ans, c'est d'avoir encore tes cheveux. Je pense que c'est ça joue beaucoup. Voilà, les cheveux. Et le poids, c'est ça qui fait qu'on change dans la vie. Techniquement, on est censé prendre 1 kilo par an, quelque chose comme ça. Ah bon? Ouais. C'est ce que m'a dit mon médecin en général. On prend 10 kilos tous les 10 ans, c'est la vie, c'est comme ça. C'est pas le cas de tout le monde. Mais donc moi, je me dis qu'effectivement, si tu gardes ta ligne, et si tu as encore des cheveux quand tu es un homme, potentiellement, tu parais peut-être encore proche de ta vingtaine, alors que non. C'est vrai que tu es plutôt secret, Thierry. Depuis la Nouvelle Star, depuis 2003 qu'on a fait connaissance, que le public a fait ta connaissance, on ne connaît pas la vie de Thierry Amiel. C'est une volonté? Alors, 2 choses. Je pense qu'on ne connaît pas la vie des gens quand ils ne sont pas, je sais pas, numéro 1 pendant 20 ans. Il y a des gens qui sont dans ta vie tout le temps, qui cartonnent, qui cartonnent tout leur... Je sais pas, je pense à Johnny Hallyday, ça devient c'est la France, quoi. Donc à un moment donné, l'attachement qu'on peut avoir envers les artistes, là, il est sûrement plus fort. Et je pourrais comprendre, je suis même pas sûr de ça, mais qu'on ait envie de plus et qu'on ait envie de... Tu sais, c'est comme un membre de ta famille. Moi, je trouve ça logique. Moi, il est vrai que voilà, tous les interviews que j'ai fait, ça en parle de musique parce qu'il n'y a peut-être pas autant d'attachement qu'avec un Johnny Hallyday ou je ne sais pas qui aujourd'hui. Des gens où vraiment tu as vu, ils ont vécu, vieilli sous nos yeux. Donc déjà, je ne suis pas sûr qu'il y ait un intérêt réellement sur ma vie que j'intéresse. Et ça me va
totalement, parce que mais peut-être que j'aurais pas le même discours si j'avais le succès de Johnny Hallyday. Mais aujourd'hui, je me trouve pas intéressant. Je sais pas, c'est un truc psychologique, mais je vois pas ce que j'ai déjà d'intéressant à raconter. Et je suis pas fan des gens pour qui, donc c'est la catégorie dans laquelle je me mets, c'est pas indispensable de connaître leur vie. Déjà qu'on connaisse leurs chansons, leur travail, c'est cool. Je suis même pas fan. Je suis même contre. Les gens qui s'étalent, tu sais, un peu comme les politiques, quoi, tu vois, qui vont s'afficher avec leurs gosses. En plus, je trouve que je pourrais même trouver ça prétentieux, comme s'ils étaient intéressants, alors que on s'en fout. Pour moi, ça doit arriver quand c'est potentiellement que t'as pas le choix, quoi. À la limite, tu te fais paparazzer, t'as pas le choix. Mais raconter sa vie pour potentiellement faire pleurer dans les chaumières ou je ne sais quoi, pour autre chose que la musique. Moi, en gros, je veux réussir vraiment dans la musique avant de, éventuellement, si je trouve ça nécessaire et intéressant pour les gens, d'avoir des choses à raconter. Mais mine de rien, c'est ce qu'on fait un peu là déjà. On n'est pas dans un interview d'album, de chansons. Donc, c'est ce qu'on fait avec ça beaucoup change de pudeur. aujourd'hui. Voilà. C'est ce qu'on fait avec beaucoup de pudeur et je respecte ton énergie, ton histoire et ta volonté. L'interview s'appelle En toute intimité, mais je trouve ton discours hyper intéressant. C'est hyper intéressant ce retour, c'est pas un retour commun. Moi, ça fait 10 ans maintenant que je fais ce métier-là, que je questionne des personnalités de tout horizon. Et même, je constate sur les réseaux sociaux que c'est... t'es un peu à contre-courant. Mais dans nos amis, forcément, il y a des gens... moi, je sais que je suis pas comme ça, qui... ils te racontent leur vie de A à Z, tu leur demandes même pas, ils te la racontent, et tu es là, je m'en fous, enfin, je veux pas savoir. Et je sais que j'ai une pudeur, ça c'est sûr. Et j'avoue, même d'un point de vue artistique par rapport à mes chansons, mes albums, mon image, j'aime pas... je dis pas c'était mieux avant, tout ça, j'aime bien être ancré dans mon temps, mais j'aime pas cette époque-là depuis quelques années où on balance tout, les clashs, les buzz, les off, on est au courant de tout, de qui gagne quoi, ce qui se passe en coulisses. Avec les réseaux sociaux, on se filme chez soi. Je trouve pas ça classe. Moi, j'ai besoin de rêver et j'aime quand il y a du mystère et quand il y a des artistes, oui, où tu sais pas. Et moi, je trouve qu'on rêve moins aujourd'hui, que les artistes font moins rêver. Puis en plus, aujourd'hui, on peut même tous être artistes, puisqu'on peut tous produire nos musiques tout seuls, on peut tous s'exposer sur des réseaux sociaux. Et je trouve que ça nivelle le truc et que... Donc on se sent obligé d'avoir un truc qui accroche pour potentiellement faire du clic. Et donc ça crée un engrenage où les gens se mettent à raconter des choses. Tout le monde se raconte aujourd'hui, tout le temps. TikTok fonctionne comme ça. Snapchat. Ça c'est bien pour libérer la parole. Tu vois, ça m'intéresse quand tu dis que tu as souffert au collège. Pour moi, ça c'est intéressant d'entendre des gens qui réussissent, qui sont vivants, qui sont bien aujourd'hui, qui puissent parler aux jeunes et que les jeunes entendent « ok, ça peut être un passage compliqué, mais que ça ira mieux après ». Je trouve ça intéressant sur des sujets de société, puisque c'est un sujet de société, l'école, aujourd'hui, le harcèlement, tout ça. Par contre, il y a beaucoup de fausses transparences, je pense aussi, aujourd'hui, de gens qui vont se filmer chez eux, mais peut-être pas dans la pièce, qui en met trop plein la vue pour faire genre je suis simple ou qui balance des choses mais qui racontent pas vraiment la vie privée. Voilà, j'en connais moi des artistes qui ont l'air d'être on a l'air de tout savoir d'eux et qui sont hyper transparents et en vrai tu sais pas ce qu'ils veulent pas te dire, tu vois. Il faut forcément Thierry Amiel en tant qu'artiste adhérer au code actuel des réseaux sociaux pour être un artiste écouté. Je pense que c'est compliqué de faire sans aujourd'hui. Mais je pense que chacun peut s'exprimer au travers de ces nouveaux médias qui sont hyper intéressants et qui apportent énormément de force.
avoir une grosse audience, sa propre audience, ça vaut une émission télé. Donc c'est énorme, ces objets-là. Donc c'est génial. Tu vois, je ne suis pas en train de dire c'est nul, ce nouveau monde, la modernité. Je trouve ça génial. Mais il faut peut-être trouver sa personnalité là-dedans et pas commencer à taper des chorés quand tu ne sais pas danser. Il faut essayer d'être intéressant. Bah, en gros, ce que veulent dire nos réseaux sociaux et nos tendances, nos trends aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir du talent pour être vu. Mm-hmm. Tu l'as constaté, ça? Bah oui. Quand tu as des vidéos genre débiles que je regarde, qu'on regarde tous en scrollant, qui font des millions de vues, bon, bah, c'est viral, quoi. En fait, De toute façon, les réseaux sociaux, c'est pas non plus exposer un talent, tu vois. Faut avoir une image forte. C'est exposer un truc, quoi, tu vois. Je sais pas quoi. Mais... Ouais, mais ça a changé la donne par rapport bah, justement aux années 2000. Mais c'est là où moi je veux pas négativiser, parce que ça a toujours été. Il y a toujours eu des artistes hyper intéressants qu'on connaît pas trop, ou qu'on n'a pas connus, ou qui n'ont peut-être jamais émergé. Et des artistes où on se dit, oh là, c'est tout pourri, mais ça cartonne. Je pense que ça a toujours existé. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on peut effectivement voir des gros buzz, des vidéos qui font des tas de vues et que c'est pas ouf, mais que tu dis, ah oui, c'est sûrement pour ça. Et puis des gens géniaux, dont on ne verra pas trop ce qu'ils font, quoi. Mais... Qu'est-ce qui fait, Thierry Amiel, qu'après la comédie musicale Adam et Ève en 2012, produite par Pascal Obispo, c'est quand même un sacré truc pour toi, bah, tu t'es retiré, j'ai l'impression. Ouais, je ne sais pas si j'ai bien fait. Je ne sais pas si j'ai bien fait avec le recul, mais c'est un peu comme... Bon, je crois que ça fait partie de ma personnalité. C'est un peu ce que je te disais aussi sur cette transparence, sur ma vision de c'est quoi un artiste. Et en gros, moi, il y avait eu des soucis dans ma maison disque. L'industrie musicale, elle ne cesse de se révolutionner. Et il y a eu l'arrivée des MP3, du peer-to-peer, des réseaux sociaux. Les maisons disques, elles étaient totalement perdues. Les disques qui ne se vendent plus. Donc, il y a eu beaucoup de plans sociaux. Tous les gens qui m'avaient signé mes débuts, mon chef de label, mon boss de chez Sony, mon attaché de presse, marketing, ils sont tous fait virer une fois, 2 fois, 3 fois. Il y a des gens qui viennent les remplacer, qui se font virer 1 an après. Et donc moi, sur les conseils de mon manager à l'époque, j'ai voulu quitter ma maison disque en me disant ça va pas, c'est le bordel. Et donc c'était la période où finalement les artistes commençaient à s'autoproduire, à faire les choses tout seuls. Et donc après la comédie musicale, donc ça s'est arrêté avec ma maison disque. Et là, je me suis dit, j'ai 2 options. C'est soit je vais trouver une maison disque où, je ne sais pas, il va y avoir une super énergie, ou retrouver des anciens de mon ancienne maison disque ailleurs. Soit je fais moi-même mon nouvel album, et une fois qu'il est terminé, je vais les voir. C'est ce que j'ai décidé de faire. Ça a été très très long, je ne m'en suis pas rendu compte, mais... Bah oui, parce qu'il est arrivé en 2019. J'ai pris 7 ans, alors en vrai, je n'ai pas travaillé pendant 7 ans, qu'on se le dise, ça serait triste sinon, enfin flippant. J'ai aussi eu besoin de prendre du recul, faire une pause dans une vie très... j'ai pas le terme là, quand tout s'enchaîne, tout va vite. Rapide. Ouais, c'est faire une petite pause, à un moment donné, ça te fait un peu réaliser le chemin parcouru. Ça t'a fait du bien? Ouais. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, tu sors... en gros, c'est comme si je réfléchissais pas. J'étais pris dans un mouvement. Oui, tu étais enrôlé dans une activité incessante. Mais comme beaucoup, hein, un album, une tournée, un album, une tournée. Mais c'était génial. Hein. Sauf que j'ai réalisé, après c'est peut-être l'âge aussi, j'en sais rien, c'était la trentaine. J'ai eu besoin de prendre du recul et de me dire, est-ce que tu vis le rêve d'enfant, tu vois, de l'enfant que j'étais qui rêvait d'être chanteur? Est-ce que tu es vraiment en train de vivre cette vie-là ou pas? Tu as eu la réponse? Alors oui,
mais c'est un cap à tenir. Tu sais, ouais, ne pas dévier, ne pas dévier de ses valeurs, de ses objectifs, de sa vision. Tu vois, demain, à la limite, je t'aurais dit non si j'avais été obligé de faire des chorés débiles sur TikTok parce que ma maison de disques m'aurait forcé. Tout ça n'est jamais arrivé. Mais peut-être que si j'avais vécu ça, je t'aurais dit oui, j'ai la réponse et c'est non, je ne vis pas du tout la vie que je veux. Donc cette question, elle se pose tous les jours. Enfin, tous les mois, en fonction de chaque projet, de est-ce que je suis bien en train de vivre la vie que je veux. Donc je me suis posé ces questions. Qu'est-ce que j'ai à raconter aussi? Je me suis dit, j'ai réalisé, parce que pareil, tu t'embarques là-dedans, c'est génial, je suis chanteur, je chante, mais je me suis dit, mais est-ce que... Moi, j'ai pas envie d'être un chanteur commercial, j'ai envie de pouvoir... marquer, qu'on puisse se dire c'est un bon chanteur, c'est un bon artiste. J'aimerais qu'on retienne ça de moi, tu vois. Et donc je me disais ok, et j'ai réalisé, je me suis posé la question, est-ce que j'ai quelque chose à raconter? Parce que chanter, j'ai réalisé que c'était prendre la parole. C'est pas juste faire des sons, mais à un moment donné, c'est chanter des textes que, en l'occurrence, pour la plupart, j'écris. Et donc, est-ce que j'ai un vrai truc à raconter? Est-ce que je prends forcément une place? Est-ce que la place que je prends, je fais bien de la prendre? Peut-être que je prends la place d'autres gens beaucoup plus intéressants que moi. Et est-ce que je mérite cette place-là? Est-ce que ce que je dis, c'est intéressant? Est-ce que j'ai un truc intéressant à dire? Si oui, je continue. Sinon, ça ne sert à rien. Et donc voilà, il y a eu une période de questionnement, aussi de réaliser quand il y a une pause, c'est quoi la notoriété, c'est qui les gens qui te rappellent pas, c'est quoi avoir du succès. Et puis mesurer aussi ce que tu avais vécu. Oui, réaliser. Oui, intégrer, oui. Ouais. Se dire, ah ouais, en fait, j'ai fait tout ça, là, là, là. Et donc, ça a pris du temps. J'ai voyagé, j'ai pu voir... tu sais, c'est se nourrir aussi. Si tu ne vis pas, tu n'as rien à raconter. Si tu n'as pas d'expérience de vie. Est-ce que tu prenais du plaisir dans cet arrêt? Cet arrêt du star system, d'une vie effrénée, appelons-le comme tu le souhaites. Ouais. Oui, pareil, je veux te faire une réponse sincère. Oui et non. Enfin, je vivais comme tout le monde, quoi. Je ne vivais pas mal, je me disais pas, oh là là, tout s'est arrêté, vite, recours, va voir une maison de disque, ou fais vite un album, ou sors un truc commercial. Pas du tout, je vivais normal, j'ai eu l'impression, j'ai eu ce besoin d'être dans le réel. Parce que ça peut vite être irréel. Bah oui. Tu vois, passer ton temps à parler de toi en interview, de tourner des clips, d'être dans des décors, d'être applaudi. J'ai trouvé cool d'être dans le réel et de faire tes courses, tu vois, de te poser des questions, de vivre l'instant présent et de dire est-ce que ce que je vis, je veux vraiment le vivre. Ok. Et puis après, c'est surtout écrire mes chansons, écrire mes textes, dire ok, je veux pas faire n'importe quoi et donc il faut écrire des trucs, des choses, des morceaux intéressants, quoi. J'aimerais te montrer un autre extrait vidéo, Thierry Amiel. C'est un autre participant à la Nouvelle Star. Lui, c'était pas la saison 1, ouais. C'était la saison 4. Il a partagé les 20 ans de la Nouvelle Star à tes côtés, ouais. Et il m'a parlé de toi. Enfin, je l'ai questionné sur les anciens. Okay. Thierry Amiel aussi, c'est un candidat participant emblématique. Il était avec moi, et Steve Estatoff aussi, il était avec moi sur le Prime. Des gens extraordinaires, j'aime beaucoup quand Thierry Amiel chante les mots bleus. Tu gardes des contacts, vous avez gardé des contacts même entre personnalités de la Nouvelle Star, mais qui n'ont pas participé forcément aux mêmes saisons? Non. Non. Les autres saisons, au pire, et ça a été mon cas, je ne sais plus combien de fois, mais tu passes sur je ne sais plus si c'est la finale ou je sais pas quoi, un prime, tu fais ta chanson, mais tu t'en vas. Tu n'es pas en train de prendre des numéros, on s'appelle, on ne se connaît pas. Donc non, moi, par contre, Steve, oui, parce que moi, Steve, c'est particulier, je le connaissais d'avant.
Ah, ok, je savais pas. Ouais, je l'avais pas trop dit à l'époque parce que ça aurait pu être bizarre de se dire qu'on se dise pas c'est truqué ou je sais pas quoi, tu vois. Mais c'était un pote d'Abel Ayer, je l'avais rencontré sur Rêve d'un soir, l'émission dont on parlait tout à l'heure. Il avait participé à cette émission. Et quand il m'a vu faire un Nouvelle Star, il se dit putain, ça a l'air génial cette émission. Et il a postulé, il a gagné. Et donc voilà, moi j'ai Steve de temps en temps au téléphone, mais pas des autres saisons, non, on se connaît pas. Et dernier extrait vidéo concernant Bruno Monrot, il s'est confié sur le sentiment qu'il a du milieu de la chanson, du milieu de la musique. Alors, regarde. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'exclusion à l'envers. C'est très compliqué d'être un homme blanc et de passer à la radio aujourd'hui. Quand tu écoutes la radio en 2025 en France, il n'y a quasiment que des rappeurs. Il y a quasiment que... Et les chanteurs blancs nouvelle génération, à part ceux qui viennent de gagner par exemple la Star Academy, qui cartonnent tous les deux, il n'y en a pas tant que ça. Marine et Pierre Garnier. Exactement. À chaque fois, tu entends que des vieux chanteurs comme Lara Fabian, etc. Bon, je l'adore, hein, mais bon, c'est une vieille chanteuse maintenant. Moi, je respecte l'histoire, la religion, le passé de tout le monde. Et je m'en réjouis pas. Et je suis pas pour diviser les gens. Mais je veux aussi qu'on comprenne qu'en tant qu'homme blanc, oui, je me sens exclu. Si j'avais été noir, ton discours me ferait mal, Bruno. Mais non, parce que moi, j'aime les noirs, j'ai aucun problème. Toutes mes références vocales sont black. Et je chante de la musique black, du gospel, de la soul depuis que je suis gamin. Par rapport à ce que tu dis dans l'industrie de la musique que je connais moins, tu dis qu'il y a de plus en plus de rappeurs, les rappeurs, ouais, écoute la radio. Ils sont pas blancs, mais en vrai je m'en fous, parce que ceux qui excellent dans ce domaine-là, dans le rap ou dans le R&B, bah, c'est la communauté noire. On est d'accord, donc nous les blancs, on est les derniers des derniers, on est nuls. Enfin, j'ai envie de dire no comment, enfin, c'est une cata de dire quelque chose comme ça. J'ose espérer qu'il y a un but derrière et qu'il ne pense pas. Même si c'est grave déjà. Et s'il le pense, je trouve ça horrible d'entendre ça. Ça te choque? Mais grave. Surtout que c'est, pardon, mais c'est débile, les contre-exemples qui gagnent la Starac, c'est les Blancs, et qui gagnent les Nouvelles Stars, c'est les Blancs, alors qu'il n'y a pas que des Blancs. Alors aujourd'hui, il y a des rap... Enfin bon, c'est... Je pense qu'il se... Déjà, je pense qu'il se trompe sur le milieu de la musique, et en plus, qu'il y a un sujet plus profond qui n'est pas bon. Là, je veux pas être méchant, mais voilà, c'est trop faible de dire que c'est pas incluant. Je pense, enfin, c'est raciste, enfin, tu vois, je me dis. Voilà. Qu'est-ce qui te pousse à privilégier le piano-voix aujourd'hui? Alors, donc, comme je te disais, il y a eu cette période assez longue de 7 ans où j'ai préparé mon 4e album qui est sorti en 2019. Quelques semaines, je ne sais plus, avant le Covid. Ça n'a pas aidé du tout. Ça s'est très mal passé. L'album est passé totalement inaperçu. Quand tu disparais pendant autant de temps, ce qui était une bêtise. J'aurais dû continuer à répondre à des interviews, à passer à la télé pour faire des reprises ou je ne sais quoi, mais moi, c'est vrai que je me suis dit, bon, bah, t'as rien à proposer pour l'instant, j'ai préféré disparaître, c'était bon, spécial. En fait, t'as pas continué à faire vivre ton image médiatique? Non, mais parce que un peu ce que je te disais des stars, la vision que j'ai, du rêve, et je me dis, si t'as rien ou la vie privée, si t'as rien à raconter, bah, reste chez toi, tu vois. Donc, je suis resté chez moi, mais en me disant, bon, par contre, le retour, ça peut aussi créer un... Voilà, waouh, il n'était plus là pendant autant d'années, qu'est-ce qui s'est passé? Il a sûrement des choses à raconter, blablabla. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme il fallait, Covid par-dessus. Tu sais, souvent, quand on sort un album, on présente, on fait des petits showcases dans toutes les FNAC, les Cultura, Centre Leclerc, tout ça. Tu peux présenter, tu chantes quelques titres, tu fais des dédicaces et tout. Et donc j'avais commencé à faire ça avant le Covid. Et ça se passait super bien. C'était très étonnant. Je ne sais pas si c'est l'absence, mais genre j'avais plus de monde qui venait me voir à la FNAC de La Rochelle qu'à l'époque où j'étais pourtant bastonné sur M6 ou des choses comme ça. Donc je me suis dit, hyper touchant de voir que le public était là. Hallucinant même, de se dire, ok, ça ne marche pas que
comme des pots de yaourt dont tu fais la pub à la télévision non-stop. Si les gens aiment bien un artiste, bah, ils sont fidèles, donc c'était cool. Sauf que le Covid a annulé toute ma tournée de showcase. Donc ça, voilà, ça a été un truc. Et je pense que le Covid, je l'ai pas mal vécu, ce Covid. Mais j'ai l'impression que peut-être je me trompe et qu'après coup, il y a eu une séquelle. C'est-à-dire que donc moi, on m'a dit, il faut que tu fasses un nouvel album. Alors que moi, je comptais sortir genre un 3e single après le Covid. C'est pas grave, on y va. Et on m'a dit, non, mais c'est mort. Enfin, tout ce qui est avant Covid, c'est un peu comme si c'était avant Jésus-Christ. C'est fini. Et là, sachant que j'avais passé 7 ans pour faire cet album, je me suis dit, je ne vais pas passer 1 an, 2 ans, je ne sais combien, en retrait pour préparer un album où tu ne sais pas s'il va y avoir un Covid. Et donc, j'ai eu un manque du public. Je me suis dit, j'ai besoin de voir les gens. Et donc, il y a eu cette idée de les retrouver, de les voir de près. Et donc, j'ai pensé être dans le truc le plus pur, genre mise à nu, d'où le piano-voix, les salles intimistes. Et voilà, j'ai eu un manque, en fait, réel, de voir les gens, de les voir en vrai. Et ça s'est super bien passé, oui. Donc j'ai rajouté des dates. Et ça doit être quelque chose de fou, je trouve, de se retrouver face à du public comme ça qui vient pour t'écouter. Tu vois, admiratif. Tu vois, tu me fais penser à un truc, cette période, avant je ne me posais pas la question. Ben oui. Tu es sur scène, tu remplis des salles, tu chantes, bon... voir si je me la posais, je me disais, bon, ils sont là parce que j'ai été non-stop à la télévision et peut-être que seront-ils là plus tard, tu vois, sont-ils vraiment là pour mon talent, ou est-ce que c'est comme tu vas t'acheter un yaourt ou une tenue de sport, ils te voient tout le temps à la télé, ils vont te voir. J'aurais pu penser comme ça. Et donc là, avec ce recul, j'ai vraiment réalisé ça, de me dire, mais c'est fou qui payent pour m'écouter chanter. Voilà, qu'ils achètent des tickets, qu'ils veulent vite être au premier rang et que ça se remplisse et n'importe où en France. C'est hyper touchant, quoi. Enfin, et en même temps, c'est pour ça que je fais ce métier, mais je le réalise. Et d'ailleurs, je prends énormément de plaisir, alors qu'avant, je flippais sur scène, j'étais pas bien. Là, j'ai conscience du cadeau qu'ils me font, et donc je leur envoie, et c'est super. Je crois que quand on vit quelque chose et qu'on est dedans à 3000%, on n'a pas le temps ni d'avoir de la gratitude, ni de réaliser, ni de se rendre compte donc de la chance en fait qu'on a de faire ce qu'on fait. Et parfois, il faut juste sortir un peu la tête de l'eau comme tu l'as fait pour mesurer. Oui, puis il y a aussi le fait de ne pas avoir galéré. Ces émissions-là, bon, ça a toujours existé des émissions comme ça, mais c'est vrai que c'est du jour au lendemain, tu as accès, tu te fais connaître auprès de millions de personnes. Donc tu ne passes pas à ce stade où tu commences à sortir des titres, à faire des toutes petites salles, puis des moyennes, et donc tu ne te rends pas compte, effectivement. Ça tombe du ciel, tu ne réalises pas. Et là où tu ne réalises pas non plus, parce que tu disais, tu n'as pas le temps de prendre du recul, de te rendre compte des choses, peut-être que tu n'es pas reconnaissant. Hein. Mais je pense qu'aussi, il y a beaucoup de peur, beaucoup de stress, c'est tellement trop du jour au lendemain que moi, en tout cas, je n'étais pas à l'aise. Je me dis, oh là là, c'est trop... J'ai beaucoup flippé. Et d'ailleurs, cette pause, il y avait de ça aussi. J'avais besoin de... oui, j'avais beaucoup peur, moi. Voilà. Dans les interviews, à une époque où on aimait bien un peu fracasser les artistes. Après, on est passé dans la Feel Good TV, mais moi, à l'époque, c'était pas Feel Good, même si c'est des gens sympathiques, mais Marc-Olivier Giffosiel, Ruquier, Ardisson, voilà, c'était pas doux, quoi. Tu vois, ça faisait peur. Et pareil, se retrouver devant des trop grandes salles, ça faisait peur quand tu n'étais pas préparé. Merci Thierry Amiel. Merci. On te retrouve bien sûr sur tes réseaux sociaux, parce que sur ton compte Instagram, notamment Thierry Amiel Off, tu communiques les dates où tu passes. Et je sais que des dates, il va y en avoir d'autres, d'ailleurs. Ouais, T'en parles. Oui, c'est-à-dire que là, techniquement, au moment où on se parle, il y a
Il reste un concert le 25 mai à Bordeaux, mais ça s'est tellement bien passé qu'on va sûrement rajouter des dates genre à l'automne et repartir en tournée. Et le nouvel album aussi sur lequel tu es en train de travailler. Oui, nouvel album, il faut juste que je le lâche. C'est-à-dire qu'il est, il est presque prêt, il faut juste que je me dise ok, c'est bon, mets le point final et sors-le. Ça va arriver. Ça va arriver. Il faut que les planètes s'alignent. Enfin voilà, il faut du courage, quoi. Il faut se lancer. Bah oui, il faut du courage pour ouais, montrer au grand public dire, quelque chose de très intime sur lequel on a travaillé pendant longtemps. C'est ça. Bah oui. Merci Thierry. Merci à toi. Merci de m'avoir permis de venir à ta rencontre un petit peu plus en toute intimité. Donc je l'ai dit, on te retrouve sur Instagram, Thierry Amiel Off, et sur ton compte TikTok. Bah oui, parce que tu as quand même TikTok. Mais hein. j'ai fait ça il y a 3 semaines. Hein. Ah. Donc j'ai peu de followers parce que j'ai jamais... Quand Facebook est sorti, je m'en suis pas occupé. Quand Insta est sorti, j'ai commencé à gérer mon Facebook. Quand TikTok est sorti, j'ai géré mon Insta. Donc je suis à la ramasse, mais maintenant je suis très actif sur les réseaux sociaux. Voilà, et ton compte TikTok, c'est Thierry Amiel Off. Vous retrouverez Thierry en train de faire des danses sur des playbacks. J'ai montré mon chat quand même, tu vois. Il y a du progrès. Je joue le jeu. Il y a du Mais c'est progrès. ma vidéo qui a le moins de vues. Donc tu vois, peut-être que mon public est vraiment d'accord avec moi et ils n'ont pas envie que je monte. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à papoter avec toi, Thierry. Ben, moi aussi, merci beaucoup. T'es hyper intéressant, inspirant et t'es juste un artiste en fait. Voilà. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec un nouvel artiste et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous.